Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas à le mettre en commentaire sur le chat en bas à droite de votre écran. Je vais vous présenter un petit peu le festival online de la data. Donc, on va laisser à peu près toutes les personnes inscrites se connecter tout doucement au webinaire. En attendant, voilà, je voulais vous annoncer qu'il s'agit aujourd'hui du dernier webinaire de cette saison 2021 du Festival Online de la Data. Nous espérons voilà, que vous avez eu autant de plaisir à y assister que nous à l'organiser cette année. Sachez que voilà, nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à y participer et sachez toutefois que si vous n'avez pas pu participer au précédent webinaire du festival, ils sont accessibles en replay sur notre site internet. Donc, ce sera accessible sur la rubrique webinaire. Tout en bas de votre écran, vous avez un onglet qui vous permet d'accéder au replay. Sachez également que toutes les présentations des différents webinaires sont accessibles sur notre site avec des liens cliquables. Donc, pareil, vous pouvez retrouver tous les éléments dont vous avez besoin ou les choses que vous avez pu louper. Même si le festival il se clôture aujourd'hui, nous voulons en fait vous informer que nous allons poursuivre ce type d'événement en ligne et de façon à mettre en avant encore plus les webinaires que nous pouvons créer sur différentes thématiques telles que la data, donc notre domaine d'activité. Et cette fois-ci avec d'autres partenaires et pourquoi pas avec des clients qu'on décide de mettre en avant sur des projets spécifiques. À ce sujet, il y aura un webinaire qui portera bientôt sur un nouveau rôle que Synaltic veut mettre en avant, spécialement conçu pour vous accompagner. Et quand je parle d'accompagnement, c'est surtout sur le fait de booster la culture de la donnée de votre entreprise, mais aussi pour concevoir des projets data qui sont vraiment à la hauteur de vos exigences décisionnelles. Donc voilà, je vous laisse un peu de suspense par rapport à tout ça. On vous demande de bien rester connecté, même si voilà, vous pourrez vous en rendre compte justement qu'il y a quelques indices dans cette présentation. On vous expliquera tout ça dans quelques semaines. Voilà, à présent, je vais vous parler un petit peu de Synaltic. Donc Charlie, je te laisse passer la slide. Synaltic, en quelques mots, voilà, nous sommes un acteur innovant, un dénicheur de solutions et une équipe de collaborateurs engagés et certifiés, en fait, qui contribuent au quotidien aux communautés d'utilisateurs. On est un spécialiste, du coup, en data management depuis maintenant plus de 15 ans et on a réalisé plus de 250 projets par le biais de plus de 160 clients, dont un dont nous sommes très fiers, ça fait plus de 8 ans, qui est la Croix-Rouge française. Voilà, pour faire simple, nous sommes des passionnés d'open source et d'innovation. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir couper tous vos micros. On va laisser la parole à Charlie, donc CTO de Synaltic, qui va vous présenter la data gouvernance par la pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran et il y répondra à la fin de cette présentation. Voilà, bon webinaire à tous et merci. Bonjour, bonjour. Je vais essayer de vous parler de la data gouvernance. Comme c'est un sujet qui est large et vaste, j'ai rajouté par la pratique pour essayer de vous montrer que ça peut être mis en place dans toute organisation, quelle que soit sa taille. L'idée, ça sera effectivement d'identifier les points par lesquels commencer, ou par exemple. Petite présentation de ma personne. Donc oui, j'ai cofondé Synaltic depuis 2004. J'ai beaucoup animé, surtout, et on anime encore. C'est vrai qu'on a encore quand même quelques événements, le Hadoop User Group et le Paris Spark Meetup. Et c'est vrai qu'il est quand même pas mal costaud, enfin, ces groupes-là, en fait, sur Meetup, avec d'un côté 1500 personnes, de l'autre 3000. J'aime à enseigner, en tout cas, via les webinaires, c'est une chose, mais aussi j'ai été enseignant à l'université en donnant quelques cours sur la donnée déjà, notamment enfin, la BI en open source ou tout ce qui était lié à l'analytique et au décisionnel. Ok, ben on est parti alors. Au tout début du festival de la data de 2021, ce qu'on vous avait dit, c'est que la donnée était partout, à tel point qu'on l'a retrouvée à la télé presque tous les jeudis, n'est-ce pas? Et je crois que ça continue. Donc, elle est effectivement partout, dans toutes les organisations, et elle est aussi de plus en plus conséquente
ce qui fait qu'il faut effectivement la gérer. Et je dirais même qu'il ne s'agit pas de la gérer, maintenant il s'agit vraiment de la gouverner parce elle est vraiment omniprésente dans toutes les organisations. On souhaite effectivement, avec justement, on avait parlé de data literacy, que chacun se l'approprie, que chacun puisse effectivement savoir la lire et la comprendre afin de savoir décider avec, puisque c'est une nouvelle discipline. Mais justement, pour que tout un chacun y ait accès, ça signifie qu'on la gouverne bien. Bon, alors, les objectifs de cette gouvernance de la donnée. Ben oui, l'idée, c'est bien gérer la qualité de la donnée, sa disponibilité, son intégrité, sa sécurité. Et chez Synaltic, on aime à, effectivement, je vais beaucoup parler d'agile, on aime à effectivement mettre l'agile en avant et on aime effectivement aussi la collaboration. Donc, ici, j'ai souligné convivialité et collaboration. Convivialité ici, c'est surtout la facilité d'accès et la facilité d'appropriation de la donnée. Donc, c'est aussi ce qui fera que les utilisateurs pourront effectivement entrer dans cette gouvernance et y participer. Donc, ça, c'est quand même pas mal important. Toujours chez Synaltic, on souhaite que les gens, effectivement, se sentent bien dans cette gouvernance. Et c'est bien parce qu'ils s'y sentiront bien qu'ils vont s'engager, qu'ils vont effectivement participer à des ateliers, des événements, participer eux-mêmes à promouvoir cette donnée. Et chaque organisation étant effectivement différente, il faut que cette gouvernance, elle soit propre à ces organisations-là, avec plus ou moins comment dirais-je, de process plus ou moins très important ou pas. L'idée étant que, en tout cas, qu'on sache quel est son rôle, on sache identifier la donnée là où elle est et qu'on promeuve effectivement cette culture-là, aider le copain, le collègue quand il ne sait pas retrouver la donnée. Et il faut qu'il se sente bien et donc à chaque organisation, il y a une culture et donc à chaque organisation, même si on va retrouver quelques standards, je dirais, autour de la gouvernance de données, il va falloir que cette organisation-là façonne à la fois sa culture à la donnée, mais à la fois sa gouvernance de la donnée. Donc oui, chez nous, chez Synaltic, on aime les méthodes agiles. Et on aime les méthodes agiles qui s'appliquent à la donnée. Donc, par exemple, des choses assez simples à mettre en œuvre. Si on a une équipe qui travaille autour de la donnée, elle peut être pluridisciplinaire et même elle sera pluridisciplinaire. Tout ce qui est poussé en prod, ça serait bien que ça soit poussé en prod par ceux qui ont réalisé, qui ont fait. Et donc, cette équipe sera pluridisciplinaire et on pourrait utiliser les méthodes agiles et juste une réunion le matin pour dire où est-ce qu'on en est sur le jeu de données qui était à construire, à la fois celui qui était comment dirais-je, qui l'a collecté, celui qui doit en vérifier la qualité, celui qui doit la décrire. Voilà, un petit point rapide pour dire où est-ce qu'on en est. Utiliser aussi des choses, un gestionnaire de tâches pour savoir effectivement qui avait dit, qui ferait quoi et où est-ce qu'il a avancé. Comme ça, on tient tout un chacun informé. Donc, la gouvernance, c'est aussi de la communication, d'où l'idée de l'agile. L'agile, c'est aussi beaucoup de la communication avec les différents points et justement avec aussi tout ce qui sera Kanban ou ce genre de choses, ou en tout cas des outils pour identifier où est-ce qu'on en est, des outils de gestion de projet. Voilà, c'est aussi de la communication et rester dans ce mode agile, ce mode décentralisé et de collaboration. Alors, forcément, la gouvernance de données implique énormément de disciplines. Et l'idée, c'est effectivement mélanger toutes ces disciplines et arriver à en obtenir une cohérence. Et c'est cette cohérence-là qu'on va finalement appeler gouvernance. Donc, on va mélanger effectivement à la fois stratégie autour des données, la gestion des données,
et même la stratégie de l'organisation, où est-ce qu'elle va et pourquoi est-ce que cette donnée-là en particulier est importante à gérer et dans la manière de la gérer. Évidemment, enfin, on va organiser cette gouvernance. Ça ne passera pas sans parler d'infrastructure, d'architecture. Ça ne marchera pas sans qu'il y ait des personnes qui opèrent ces plateformes et qui opèrent ces données. Et bien évidemment, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut la qualité de données qui soit au rendez-vous. Donc, vous voyez, en fait, autant d'interactions entre toutes ces disciplines qu'il va falloir conjuguer. Et c'est là où on va effectivement indiquer ses choix et diriger cette politique de données. Et donc, vous avez cette phrase que j'ai laissée sur la droite qui dit que finalement, enfin, la gouvernance des données, enfin, aux données, c'est ce qu'est les ressources humaines au personnel. Voilà, en fait. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est des compétences larges et des compétences qui s'entremêlent et qu'il va falloir faire communiquer ensemble pour justement donc dresser cette politique et bâtir en fait cette gouvernance et faire en sorte qu'elle soit claire pour tout un chacun dans l'organisation. Alors, j'ai bien insisté sur tout ça, mais ce qui va être important, c'est que chaque utilisateur, chaque entité dans l'organisation prenne part à cette gouvernance et identifie son impact sur la donnée. Et ça tout au long du cycle de vie de la donnée. Donc, on retrouve ici un peu les mêmes thèmes que la slide précédente, mais c'est vraiment pour repositionner le fait que dans cette construction de la culture de la donnée, chacun doit prendre part et doit savoir en fait quel est son impact et à quoi effectivement son rôle ou enfin même la saisie qu'il va opérer va avoir en fait sur une donnée en particulier et, et ce aussi sur le long terme. Donc voilà, c'est quand même très important enfin, qu'on puisse effectivement chacun prendre part à cette gouvernance et savoir où est-ce qu'on va et pourquoi on va. Alors, pour réussir, j'ai beaucoup déjà parlé de la culture de la donnée, mais voilà, enfin, ce que j'ai mis en gras ici, c'est éduquer, éduquer, éduquer. Donc, en gros, effectivement, enfin, ça réclame donc de cette interdisciplinarité et cette polyvalence, quoi. Effectivement, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir parler de données, un traitement qui prend du temps, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce que sa donnée n'est toujours pas disponible, et bien effectivement, enfin, ça signifie qu'il va quand même falloir expliquer qu'un traitement, ça peut être plus ou moins long parce qu'on a des machines qui sont plus ou moins costaudes, avec plus ou moins de ressources, de CPU, de RAM. Voilà, en fait, il faudra peut-être aborder ce genre d'explications-là pour indiquer aux gens, aux collaborateurs que voilà, cette donnée, elle n'est pas disponible parce qu'aujourd'hui, on en a eu beaucoup. Elles étaient plus volumineuses que d'habitude. Et donc, les traitements ont pris plus de temps parce que les machines qu'on a, elles sont plus ou moins rapides. Donc, effectivement, il y a pas mal d'éducation. On peut imaginer aussi faire en sorte comment dirais-je, on laisse l'initiative aux gens. Donc, souvent, on va retrouver dans les projets la notion de bac à sable pour que les gens, effectivement, puissent explorer la donnée et voilà, identifier des nouveaux cas d'usage, des nouvelles utilités d'une donnée qu'on n'avait pas encore identifiée. Par contre, c'est sûr, il faudra, comme dans comment dirais-je, l'amélioration continue, savoir mesurer effectivement les progrès, avoir effectivement des objectifs clairs, quantifiables pour pouvoir les mesurer, justement être dans l'amélioration continue et se fixer des objectifs justement atteignables au fur et à mesure, peut-être de plus en plus conséquents, mais en tout cas au début dans une moindre mesure, pour pouvoir vraiment être dans cette appropriation de la donnée, dans cette gouvernance, quelque part un peu au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas du jour au lendemain claquer les doigts et tout va se mettre en place. Par exemple, ça réclamera peut-être de la formation sur les différents rôles dans l'organisation, et justement, on y arrive. Donc oui,
il y a pas mal vous pouvez mettre en place des groupes de travail autour de cette donnée. Par exemple, un conseil de gouvernance donnée. Donc là, voilà, enfin, c'est tout en haut qui va donner effectivement enfin, les grandes lignes et qui va regrouper, par exemple, les CDO ou les product owners aussi vont se retrouver dans ces groupes-là. Ou de la même façon, vous pourrez aussi avoir des comités d'organisation des données transverses à votre organisation. Et puis, tous les rôles techniques que sont les analystes, les personnes qui vont fabriquer les visualisations, les utilisateurs métiers, les ingénieurs de la donnée, les personnes assujetties à la qualité de données. Et puis, un rôle important aussi, donc le fameux data steward, qui va effectivement s'assurer un peu le logisticien de cette donnée, hein, que la donnée est disponible, qui en est responsable, vers qui il faut se retourner pour retrouver la donnée. Voilà, autant de rôles qu'il faut effectivement enfin, identifier et dont il va falloir définir les responsabilités vis-à-vis de chaque collaborateur qui prend part à cette gouvernance. Et après, justement, cette gouvernance aussi, d'un point de vue un peu plus, si on regarde ça un peu d'un point de vue hiérarchique, donc voilà, avec votre conseil de gouvernance de données, vos comités d'organisation des données, la partie data steward qui peut effectivement faire appel à des personnes qui sont enfin, très techniques sur la donnée, les data analystes, data ingénieurs, et on n'oubliera pas les utilisateurs métiers. Et donc, vous pouvez retrouver aussi toutes les personnes qui sont donc CDO, product owner, qui vont effectivement porter une responsabilité autre de la donnée par domaine, par grande fonction dans l'organisation. C'est votre gouvernance, c'est vous qui l'a créé et qui doit être propre à votre culture et propre à la taille de votre organisation. Alors, ces derniers temps, il y a un bon mouvement autour du data mesh. On a déjà eu à écrire là-dessus sur nos blogs et justement par rapport à Dremio, on va en parler. Ici, l'idée, c'est d'offrir, enfin que l'organisation tout entière, la DSI, offre effectivement l'infrastructure, le cadre pour effectivement gérer les projets de données de bout en bout. Et une fois que cette infrastructure et ce cadre sont posés, eh ben, l'idée, c'est que les groupes par domaine s'organisent, s'auto-organisent même, et puissent, dans ce cadre, faire comme ils veulent. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, ce qui est très important, c'est évidemment, enfin justement, référencer cette donnée, référencer les traitements, documenter de façon à ce que, à la fois à l'intérieur de ce domaine, on puisse effectivement avoir toutes les connaissances qui ont été consolidées en fait autour de ce domaine en particulier, sur ces données-là, mais bien évidemment de façon à ce qu'on puisse facilement communiquer, partager, interagir avec d'autres domaines où justement, par exemple, on pourrait vouloir mutualiser des informations qui viennent de deux domaines. Donc l'idée, c'est offrir un cadre et permettre à des projets indépendants de s'articuler, de s'organiser. Et voilà, comme je disais, de sorte que les personnes qui ont développé puissent elles aussi gérer la prod, entre guillemets, sachant que l'infrastructure, je répète, est gérée par la DSI et le cadre est fixé, les règles, la politique est guidée. On laisse effectivement ensuite les domaines, par domaine, les groupes s'organiser. Donc, il y a pas mal d'informations sur cette notion de data mesh, cette proposition d'organisation, et elle est fort intéressante. OK, si on parle de gouvernance, l'idée va forcément être de trouver cette donnée, savoir qui en est responsable, savoir quelles sont les modifications qui ont été apportées, dans quel cadre, le pourquoi, savoir qui, le qui est important, qui en est responsable, qui a utilisé, qui utilise régulièrement. Voilà, c'est vrai que cette gouvernance, elle est effectivement d'abord par ce catalogage et cet accès. Et après, on verra que par rapport à ce référencement-là,
et bien, pas mal d'autres cas d'usage, on dira, autour de la donnée, de son exploitation, de son utilisation, vont naître. Et c'est en ça qu'effectivement, on va, en fonction des organisations et de sa maturité, je dirais, par rapport à cette gouvernance, aller crescendo et avancer effectivement, cette appropriation de cette gouvernance et une gouvernance de plus en plus fine. Mais en tout cas, au départ, il y a ce fameux catalogage de données. D'aucuns pourraient dire, à une autre époque, on parlait de dictionnaire de données. Une pratique aussi très importante qui est apparue récemment, c'est DataOps. Donc, l'idée, effectivement, c'est de suivre la qualité de données, entre autres, de bout en bout, sur toute la chaîne de la manipulation de la donnée. Donc, on a le métier qui va effectivement, avec un business analyst et un data steward, ils vont essayer de construire un peu quelque chose à partir de données qui viennent du système opérationnel dans un bac à sable. Voilà, ils vont effectivement faire appel ensuite aux data architectes pour dire comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre, voilà l'idée qu'on en a. Déjà ici, le data architecte va pouvoir effectivement dire, voilà, justement dans le cadre d'une plateforme misation de la donnée avec les méthodes, donc la proposition data mesh, voilà, il va dire, OK, voilà la politique générale, c'est ici que vous pouvez mettre en œuvre les choses. Il va avoir des échanges avec les data ingénieurs pour justement savoir quelles données ingérer, où l'ingérer. On va bien faire attention à la construction en fait, de ce qui va pouvoir être ingéré et faire déjà attention aux tests à mettre en place, à la qualité, quels sont les critères de qualité, et ainsi de suite. Avancer avec le data analyst pour, par exemple, profiler la donnée, savoir quelle tête est là, est-ce qu'elle correspond à ce qui est attendu. Et tout ça, à chaque fois, toutes ces étapes, l'idée, c'est qu'elles soient référencées au niveau des métadonnées, justement, de façon à ce qu'elles puissent être tracées. C'est cette fameuse traçabilité dont on parlait tout à l'heure. Et ça, au fur et à mesure, à chaque étape, en passant par le data scientist qui va pouvoir créer des modèles à partir des données mises à disposition. Le data architect va pouvoir effectivement mettre en place la planification de tâches et lancer tous les traitements, y compris ceux du data scientist. Et finalement, le data steward va, avec justement l'architecte, valider que la donnée, telle qu'elle était attendue, c'est bien celle qu'on a eue, elle sera référencée, on identifiera bien qui en est propriétaire, quels sont effectivement les différents critères d'évaluation de cette donnée, est-ce qu'elle correspond bien à ce qui était attendu. Et donc, voilà, cette donnée, finalement, elle pourra être consommée par les utilisateurs. Mais à chaque étape, on retrouve tous les tests de qualité qui vont bien. À chaque étape, on a référencé les scripts, les jobs, les traitements, les configurations pour pouvoir mettre tout ça en jeu en musique grâce à de l'intégration continue aussi. Ça nous permet effectivement d'arriver ici sur l'observabilité de la donnée. Donc voilà, je vous parlais de maturité. Effectivement, le catalogage, c'est une chose, mais souvent, au départ, quand on va parler de catalogage, on pense d'abord au catalogage des jeux de données. Donc ça, c'est ce que proposent d'ailleurs de nombreux acteurs, mais aujourd'hui, on peut déjà aller plus loin, puisque l'idée, ça va être de placer des sondes au plus près à la fois des jeux de données, mais à la fois des traitements, ou alors, dans le cadre de ces traitements, on va indiquer comment dirais-je, des systèmes qui vont venir collecter ces informations-là en même temps que les jobs, les traitements s'exécutent. Et comme ça, on va pouvoir effectivement construire un certain nombre de tableaux de bord qui vont nous permettre de suivre les traitements. Par exemple aussi, une des choses que permet cette observabilité de la donnée, c'est d'identifier, par exemple, une donnée fausse qui va aller se propager à l'ensemble des autres, on va dire, systèmes, modules de notre chaîne de traitement. Et ça va être très, très, très important de savoir la stopper et d'aller identifier que cette donnée-là provoque, en tout cas, ce jour-là, cette donnée-là
à provoquer une propagation de mauvaises données. Donc ça, c'est très important. Et justement, là-dessus, quand on a des traitements qui vont mettre du temps à aboutir ou qui vont générer de la non-qualité, la problématique, ça va être la non-disponibilité de cette donnée. Et donc, on parle de data downtime ou data timeliness pour dire que la donnée, ben, elle n'est pas disponible. Donc, ça a un coût, cette donnée non disponible. Et c'est très important, finalement, de savoir identifier d'où est-ce qu'elle vient, cette non-qualité, pourquoi est-ce que la donnée n'a pas été disponible. Par exemple, ça va être simplement parce que ce jour-là, on a eu beaucoup de ventes sur son site Internet, ça a généré beaucoup de lignes, et le temps de rapatrier, le temps de traiter ces données de façon massive, et bien justement, ça prendra un certain temps, et la donnée, ben, elle devait être disponible à 10 heures du matin, ben, elle sera peut-être disponible qu'à 11 heures, mais sauf que ça fait qu'un certain nombre d'autres applications n'auront pas été alimentées. Et voilà. Et donc, du coup, ça a un coût, puisque les autres applications non alimentées ne vont pas permettre de réaliser, par exemple, d'autres ventes. Donc, finalement, en résumé, cette gouvernance, il faut l'avoir simple. Donc, où est-ce qu'elle est, cette donnée? Qui en a accès? L'aspect sécurité. Je crois que je n'avais pas encore assez incité là-dessus, l'aspect sécurité. Où est donc cette donnée? Où est-ce qu'elle est rangée? Dans quel format? Et puis, quelle en est la qualité? Et tout ça au-dessus de la plateforme de données, en mélangeant, en ayant enfin l'ensemble des acteurs qui vont agir sur cette donnée, prendre part à son utilisation, à sa gouvernance. OK, tout ça, c'était très bien, mais en gros, en pratique, c'est quoi? Donc, on vous a déjà effectivement parlé de Dremio plein de fois ici, mais c'est encore, cet outil est vraiment plus qu'intéressant, en fait, pour cette gouvernance. Et surtout, il y a un peu tout dans cet outil. On va voir ça. Donc, évidemment, puisque vous avez déjà suivi nos webinaires et que vous connaissez maintenant Dremio, et j'espère que vous avez déjà commencé à l'utiliser. Voilà, l'idée de Dremio est assez simple, hein, c'est permettre un accès rapide à la donnée, où qu'elle soit, et surtout éviter toutes ces couches, en fait, qu'on crée sur la donnée, et permettre en même temps une utilisation depuis n'importe quel outil de BI ou de data science ou de requêtage de cette donnée. OK, pourquoi est-ce que Dremio est bien? Parce que Dremio va d'abord nous permettre de cataloguer la donnée. Donc, c'est cette couche de données brutes ici ici en bas, avec, voilà, enfin, j'ai mis un rectangle violet là. Donc ici, en fait, on va pouvoir référencer l'ensemble des données qu'on a dans l'organisation, principalement les données opérationnelles, hein, avec les bases de données classiques, et à la fois les data lakes. Voilà, par exemple HDFS ici. Et de la même façon, une fois à partir de nos couches de données brutes, donc on aura catalogué, hein, référencé, et bien on va pouvoir construire des couches métiers. Donc par domaine, donc on retrouve effectivement cette notion peut-être de data mesh, et même à l'intérieur d'un domaine, donc si jamais on prend les achats ici, et bien vous voyez, on va pouvoir construire voilà, la donnée qu'on va qualifier par exemple ici, celle qui va pouvoir être utilisée par l'utilisateur métier à la fin, donc la publique, alors qu'on va pouvoir identifier une autre couche qu'on va appeler la release, une couche qui sera la preview, une autre couche qui est enfin la couche la plus basse, qui sera l'espace de travail. Mais voilà, enfin, c'est une manière d'organiser ces données. Et effectivement, ici, c'est à la fois on catalogue, donc c'est ce qu'on avait fait donc avec la couche, enfin toutes les bases de données classiques qu'on a référencées, et à la fois, du coup, on va organiser avec les aspects sémantiques les couches de données métiers, et permettre un accès plus rapide, plus usuel, convivial, parce qu'on est proche de l'utilisateur et proche de son jargon. Et justement, enfin, dans ce catalogage des données, ce qui va aussi être important, c'est l'aspect documenté, permettre aux utilisateurs de savoir pourquoi cette donnée-là, ce jeu de données-là a été créé, dans quel but,
comment est-ce qu'on peut retrouver facilement ces données? On va y associer des étiquettes. Et puis, pour trouver facilement cette donnée, on va pouvoir s'appuyer donc sur le moteur de recherche qui va nous permettre d'accéder immédiatement à cette donnée. En plus, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir les étiquettes. Et donc, grâce à ces étiquettes, on va aussi pouvoir rechercher dessus. Donc, voilà, on a à la fois cet aspect de référencement des sources de données, donc des jeux de données, puisque les tables y sont référencées. Et sur ces tables, on va venir documenter et permettre à tout un chacun de savoir pourquoi est-ce qu'on avait constitué ce jeu de données. Et puis, comme c'est du texte en Markdown, on va pouvoir effectivement indiquer toutes les propriétés qu'on souhaite avoir autour de ces données. Donc, qui en est propriétaire, à quelle date elle a été créée, elle est rafraîchie à quelle fréquence. Voilà, autant de métadonnées qui permettront à celui qui souhaite y accéder savoir à quoi est-ce qu'elle va lui servir. Et bien évidemment, comme il s'agit effectivement d'organiser les données en couches, il s'agit aussi d'organiser permettre son interrogation. Donc ici, ce sont du coup les requêtes qu'on peut à la fois faire en tapant la requête SQL et à la fois effectivement utiliser des outils qui sont proposés pour interroger ces données. Et une fois qu'on a constitué sa requête, on va pouvoir effectivement la référencer dans un espace de travail, dans un dossier, avec les personnes qui vont y avoir droit. Voilà, on va organiser ces jeux de données-là, on va les documenter, comme on vient de voir. Et ici, petit rappel, donc Dremio fait la fédération de données, donc je peux avoir une requête qui va à la fois rapatrier des données aussi bien d'une base de données MySQL qu'une base de données qui vient de Postgre ou d'HDFS. Voilà, j'en arrive effectivement à la fin là sur Dremio où, dernier point, on va avoir partagé ces données et à la fois la rendre accessible, par exemple ici avec Tableau, mais ça peut être avec les outils de data science. Donc voilà, Dremio permet ce catalogage, cette interrogation, ce partage, cette sécurisation des données. Voilà, cette plateforme suffit à elle-même parce qu'effectivement, il y a tout cet aspect-là. Et ici, je ne vous ai même pas montré le fait de pouvoir suivre tous les traitements qui peuvent avoir lieu. Alors, un autre outil que j'apprécie particulièrement, enfin, c'est Amundsen. Donc, tous les grands du web ont sorti un peu leur outil pour référencer les données. Et celui-là est pas mal parce que du coup, il va effectivement faciliter effectivement la collecte des données depuis pas mal de sources. C'est vrai qu'on a souvent vu les sources de données être accessibles dans ces outils-là, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va à la fois pouvoir aller collecter les données depuis, par exemple, du tableau. Et ça, c'est pas mal. On peut aussi, depuis Amundsen, collecter les données depuis Dremio. C'est assez intéressant parce que du coup, on a ainsi toutes les données, y compris opérationnelles, dans Amundsen. Alors, comment ça se présente? Donc, on va pouvoir effectivement documenter. Hein, donc, une fois qu'on a grabé toutes les données autour de ces bases, eh bien, on va pouvoir effectivement maintenant documenter, donc indiquer quels sont les propriétaires des données, décrire les tables, décrire chacune des colonnes, à quoi elles servent. On peut aussi mettre en place des opérations pour aller collecter les informations sur la qualité de données et les remonter dans Amundsen. Ça, c'est vraiment intéressant. Et par la suite, voilà, on va pouvoir utiliser, donc là ici, c'est la découverte de la donnée qui est intéressante, c'est j'ai besoin de réaliser une analyse, je voudrais savoir est-ce que la donnée est déjà disponible, je vais aller dans Amundsen et pouvoir la rechercher. Alors, pour votre information, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Et surtout, vous pouvez facilement connecter l'ensemble de vos bases de données. Il y a pas mal d'extracteurs de disponibles. Ce sont des scripts qui sont fournis avec
à Munsen. Et du coup, vous allez pouvoir les configurer, en gros, utilisateur, mot de passe, la base en question, le lien pour accéder à cette base. Et du coup, Admusen fait le reste avec son extracteur et va effectivement venir peupler sa propre base de données. Et ensuite, charge à vous de venir documenter en fait toutes vos tables si ce n'était pas encore le cas. Et vous pourrez après rechercher l'ensemble des tables ou des champs en fait, qui portent le même nom, qui vont effectivement vous permettre d'identifier peut-être des tables que vous avez oubliées d'ailleurs. Et vraiment, ce qui sera intéressant, c'est que voilà, dès lors qu'un utilisateur, notamment dans le cadre de DataWare, de DataMart ou de Data Lake dans la zone raffinée, si vous allez pouvoir rapatrier ces données-là et vraiment documenter et dire à quoi elles servent. Alors, on travaille avec Talend, on travaille avec Tableau. Ils ont effectivement leur outil pour effectivement faciliter la gouvernance de données. Talend a deux outils, Talend Data Catalog et Talend Data Inventory. Data Catalog, effectivement, s'intéresse plus à la notion d'infrastructure, quelle base, voilà, enfin, c'est vraiment plus orienté DSI. D'autre côté, ici, je vais surtout parler de Data Inventory pour effectivement ces éléments-là. Donc on va retrouver c'est un peu à la Amundsen. La différence étant que toutes ces données qui sont référencées ici, on va pouvoir les utiliser au travers des outils que propose Talend du point de vue de l'ETL, Data Pipeline, Data Préparation, Data Stewardship. Et voilà, donc ici, de la même façon qu'avec Amundsen, enfin, en gros, on a des extracteurs, on va pouvoir venir référencer ces jeux de données au fur et à mesure. C'est très collaboratif. Vous pourrez y référencer de nombreux utilisateurs qui vont pouvoir, en fonction de leurs droits et tout, venir référencer un jeu de données. Ici, un jeu de données, c'est une table, un fichier JSON. Voilà, c'est autant de données. Les sources sont très larges. Donc ici, je fais un exemple je vous présente un écran avec S3, mais les sources que propose Talend d'aller collecter sont quand même pas mal larges. Et donc voilà, c'est un outil assez simple aussi à mettre en œuvre. Donc là, les extracteurs, on peut utiliser des API, mais c'est aussi à l'utilisateur, aux utilisateurs, venir référencer la donnée. Donc c'est aussi intéressant. Donc on va avoir une liste de tous les jeux de données qui ont été référencés. Et donc, dans ces écrans-là, vous vous rendez compte qu'on a déjà pas mal d'informations sur la qualité de données, à quel point, en fait, une donnée a été utilisée. On peut utiliser pas mal de filtres. Donc là, j'ai un peu en bas à droite ici un écran pour vous montrer qu'on peut rechercher dans les jeux de données selon les noms, selon la connexion à cette donnée. On peut indiquer à quel point la donnée, dans les filtres, on peut indiquer à quel point la donnée, elle a déjà été, les gens se sont appropriés et l'ont bien noté. Donc voilà, autant de petits, éléments qui vont permettre d'identifier le bon jeu de données. Et en plus, on a effectivement cette notion de qualité de données qui, chez Talend, est vraiment beaucoup mis en avant. Il faut dire qu'ils viennent aussi de là. Et c'est vraiment une autre façon de voir les choses, mais très intéressante. Si vous avez déjà des outils Talend, évidemment que c'est assez intéressant pour vous. Et bien sûr, on va avoir cette gouvernance, cette sécurité qui va pouvoir être faite. Donc, qui en est propriétaire, qui peut voir la donnée, qui peut l'éditer. L'éditer, ici, on entend, en fait, c'est les gens qui vont pouvoir réaliser des jobs dessus, par exemple. Donc voilà, ici, on a cette sécurité, cette gouvernance du point de vue des utilisateurs. Et très important, donc on a déjà parlé de cette qualité, mais on va effectivement insister parce que Talend a son fameux Trust Score qui en plus va pouvoir évoluer avec l'utilisation du jeu de données, avec la collaboration qui va naître autour de ce jeu de données. Donc voilà, des informations très importantes
pour permettre aux utilisateurs, aux personnes qui vont exploiter la donnée, à la fois peut-être dans leurs analyses, à la fois dans l'exploration des données, à la fois dans la mise en œuvre de flux de data science, d'identifier la bonne donnée, enfin celle qui les intéresse, en plus avec un score, les commentaires, enfin toujours les descriptions, c'est très important ça. Et donc, Talend va en plus pouvoir utiliser ces algorithmes d'enrichissement autour des typages donnés pour, pareil, faire apparaître la qualité qui va bien avec ce trust score. Alors, j'ai trouvé que j'aurais pu insister sur d'autres encore solutions, mais bon, le temps était un peu court. Je pense que là, j'ai pas mal parlé. J'aurais voulu aussi faire une démo, mais finalement, je me suis rabattu sur un petit landscape avec tous les acteurs qui existent. Donc, en open source, il y a quand même pas mal de choses, puisque il y a pas mal de grands acteurs qui ont sorti en fait en open source leurs solutions. Donc, Admutsen, c'est chez Lyft, DataHub, c'est chez LinkedIn, donc Uber Databook, donc chez Uber. Apache Atlas, donc voilà, enfin, la référence, je dirais, puisque Apache Atlas est là depuis pas mal d'années. Donc, c'était un sous-projet du projet Hadoop. Et ça fonctionne toujours très bien, hein. Ce qui est super intéressant avec Atlas, c'est la possibilité de définir ses propres entités. Ensuite, je vous parlerai certainement beaucoup de Marquez, que du coup, l'approche est différente, puisqu'on va disposer de librairies Java, librairies Python, pour pouvoir en fait référencer dans le cadre de ces traitements ces librairies et exploiter son API pour pousser les informations, les métadonnées autour des jeux de données, autour des traitements, pendant les traitements du coup. Donc ça c'est super intéressant aussi. Je crois que Tokern fait un peu, propose une API de la même façon. On va faire un petit clin d'œil à nos solutions françaises, donc Zinea et Data Galaxy. Je crois qu'ils sont principalement sur l'aspect catalogage et non pas forcément l'accès à la donnée, même qui sait, peut-être ça va venir. Je crois qu'ils commencent quand même aussi à adresser les notions de qualité. C'est très important. Donc Tableau, je l'ai mis parce que du coup Tableau dispose d'un outil de data, ils appellent data management, pour effectivement faire référencer les jeux de données, quels que soient donc les outils maintenant de Tableau. J'entends par là la partie data prep, la partie serveur, la partie desktop, enfin client. Et donc voilà, pour effectivement identifier les jeux de données et pouvoir les partager au sein, on va dire, de l'écosystème Tableau. Donc, Talend, on a vu. Et donc, après, vous avez des solutions qui sont un peu des pure players sur le sujet. Je pense à Alechon et à Colibra, et qui vont être effectivement certainement les solutions, comment dirais-je, les plus en vogue. Atlan est pas mal aussi. Je ne connaissais pas, mais c'est nouveau. Monte Carlo, c'est eux qui ont introduit la data dans la partie data observabilité. Monte Carlo, c'est un peu eux qui ont introduit cette notion, enfin en tout cas c'est eux qui la promeuvent, de data downtime, en gros l'indisponibilité de la donnée. Et donc c'est pas mal intéressant aussi ce qu'ils font, donc sur cette observabilité de la donnée. Et Datakin et Marquez, enfin donc en gros ces solutions-là, en gros on va dire Datakin, c'est la version entreprise un peu de Marquez avec des écrans justement pas mal intéressants, enfin des fonctionnalités pas mal intéressantes sur le fait de pouvoir fouiller dans ce qui s'est passé autour de la donnée, enfin des traitements, quel jeu de données, tout le lineage qu'il y a autour. Et on ne pouvait pas ne pas citer les amis du cloud, puisque du coup, autant Azure que Google que AWS disposent d'outils pour l'aspect catalogage des données et justement référencer tous ces jeux de données qu'on va pouvoir créer, notamment dans leur cloud data warehouse, dans BigQuery pour Google, dans Azure. Et en même temps, on a aussi les jeux de données qui sont issus de toute la partie stockage distribué.
Donc oui, les outils qu'ils proposent dans le cloud, et quand on bâtit une infrastructure de data au-dessus de ces providers, c'est intéressant enfin, de venir référencer la donnée. Donc voilà, un petit tour de la gouvernance des données avec un gros focus. Je suis d'accord sur l'aspect catalogage, mais pas que. Le lineage prend énormément de place, la qualité aussi. Et il était, voilà, enfin, c'était intéressant enfin, de montrer qu'il y a les solutions pour mettre des choses en œuvre et on peut commencer petit. C'est assez simple à mettre en œuvre puisque dans un premier temps, en fait, il va surtout s'agir d'aller collecter toutes les données auprès de vos différents systèmes de données, à la fois fichiers, à la fois base de données. Et ça peut se faire assez simplement déjà. Et comme ça, vous identifiez bien les jeux de données qui vont vous être utiles à prendre vos décisions. Alors, Autopub, donc effectivement, on introduit un nouveau rôle pour accompagner nos clients dans le cadre de leur projet. Donc, c'est les data facilitateurs. Donc, c'est quelqu'un qui va effectivement enfin, vous aider enfin, dans vos organisations à promouvoir cette culture de la donnée, qui va pouvoir même aider à mettre en place cette gouvernance, hein, puisque du coup, elle va connaître cette personne, comment effectivement enfin, mettre tout ça en œuvre. Et on a bien insisté déjà pour vous dire à quel point on aimait l'agile. Et puis du coup, l'aspect animateur, négociateur, faire effectivement, enfin, qui favorise l'engagement des collaborateurs, des équipes autour de ces notions. Pourquoi pas s'appuyer enfin, sur ce data facilitateur pour mettre en place les méthodes à la fois data ops ou à la fois data mesh enfin, dans vos organisations, dans vos projets. Mais très important, enfin, l'idée, c'est de rester pratique et voir en fait ce qui peut être fait à votre échelle. Et c'est quelqu'un qui peut intervenir voilà, soit sur le long cours, ou soit effectivement de façon ponctuelle pour effectivement favoriser cette appropriation de la culture, de la gouvernance de données. Ça nous paraît un rôle fort utile désormais. Et, Il y a le replay du Festival online de la data donc, pour cette année qui est disponible sur notre site internet. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées un petit peu en cours de route de cette présentation. Donc, d'ici une semaine, j'aurai fait un montage vidéo pour pouvoir l'intégrer sur notre page de replay. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le début, sachez qu'il y a tous les replays du festival de cette année, mais également le replay du festival de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voir les webinaires qui peuvent vous intéresser, hein. Ça reste des webinaires sur plusieurs thématiques autour de la data, que ce soit autour de l'analytique, que ce soit autour de la data gouvernance ou autre. Voilà, c'est à disposition, notamment pour tous les inscrits du festival. Et pareil, on a les accès au festival online de la data de 2020, donc de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a toutes les vidéos qui sont accessibles. En tout cas, en commentaire, Charlie, tu as des remerciements des différents participants aujourd'hui qui ont trouvé ta présentation très claire. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas de questions pour le moment, vous avez nos coordonnées ou notre formulaire de contact sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, si des questions vous viennent après le webinaire, on sera là pour y répondre. Je ne sais pas, Charlie, si tu veux rajouter une dernière… Non, Dio, merci. J'étais ravi de vous faire cette présentation et effectivement, enfin, promouvoir des outils, des solutions, qu'elles soient des méthodes aussi, qu'elles soient open source ou non. Voilà, c'était un bon moment à passer avec vous et pour effectivement partager autant. Merci beaucoup. Merci Charlie et merci à tous les participants. On reste à votre disposition et puis on vous souhaite une agréable fin de journée. Voilà, et à bientôt.